Il était un peu plus de 16 heures, par un doux après-midi de printemps, lorsque le délicat carillon d'une horloge de parquet résonna faiblement dans l'échoppe du coin de Fernley Lane, comme toujours, ponctuel, modeste et d'une précision absolue. St. Mary Mead, ce petit village douillet de roses trémières et de routines sacrées, ne retenait son souffle pour personne, hormis les interruptions prévisibles des ragots de l'heure du thé ou les scandales paroissiaux occasionnels. La vie du village, pour l'observateur non averti, semblait préservée du temps lui-même, à l'image des horloges méticuleuses qui ornaient les murs intérieurs de l'horlogerie d'Archibald Thorne. Archibald Thorne, un homme de 63 ans, portait des lunettes à monture métallique et une barbe taillée avec la même précision qu'il appliquait au tic-tac d'une horloge de voiture. Il vivait au village depuis 21 ans et, durant cette période, n'avait guère parlé. Plus que nécessaire, sa boutique, nichée entre l'épicerie et la boulangerie, était le genre d'endroit où l'on entrait davantage pour le confort du rythme que pour la nécessité d'une réparation. M. Thorne ne s'était jamais marié et son seul compagnon fidèle était un petit chien capricieux nommé Percy, qui détestait le bruit et avait l'habitude de fixer les horloges, comme pour les juger. À 16h15 précise, Miss Jane Marple s'arrêta au bout de Fernley Lane. Elle rendait visite à la femme du pasteur avec un panier de confiture de coin et se dirigeait vers High Street lorsque l'absence de quelque chose, une absence que seul quelqu'un ayant une longue intimité avec le rythme pouvait remarquer, attira son attention. Pas de tic-tac. Pas un seul tic-tac. L'horlogerie, qui bourdonnait habituellement faiblement de vie, comme une ruche mécanique, était plongée dans un profond silence. Miss Marple resta immobile un instant, une main gantée posée sur son sac à main. « Très étrange », murmura-t-elle, non pas à Percy, assis solennellement dans la vitrine, ni au garçon boulanger qui la bousculait pour sa livraison, mais au vide là où aurait dû se trouver le bruit. Elle pencha légèrement la tête. Dans sa jeunesse, Miss Marple avait dit, un jour à son neveu Raymond, que si Dieu ne l'avait pas choisie pour être vieille fille, elle aurait été chef d'orchestre, ou peut-être serrurier. Le timing, disait-elle, est primordial. La porte de l'horlogerie était fermée, le fermait. L'enseigne était pendue de travers à la vitre. Ça non plus, c'était anormal. M. Thorne n'était jamais fermé le mardi, sauf sur appel d'un ancien pensionné de guerre pour une réparation spéciale. Elle hésita, se demanda, puis reprit son chemin, mais ses yeux restèrent fixés sur la porte de la petite boutique, même en tournant le coin. Ce n'est que le lendemain matin, lorsque le jeune gendarme Dennis arriva essoufflé au bureau de poste, que le village apprit la nouvelle. Archibald Thorne était mort. L'information se répandit si vite qu'à 11 heures, 2 veuves avaient déjà évoqué un empoisonnement, et M. Harbottle, de la boucherie, déclarait avoir remarqué quelque chose d'étrange dans les yeux de Thorne la semaine précédente, bien que personne ne parvint à définir précisément ce que signifiait « étrange » dans ce contexte. Moins d'une heure plus tard, la receveuse des postes, Madame Dibble, murmura qu'un client avait rapporté avoir vu toutes les horloges du magasin arrêtées à 4h17 précises. Pas 4h16, pas 4h18, 4h17 précisément. « Eh bien, » dit Miss Marple à sa femme de chambre Florence en remuant son thé. « Je pense plutôt que nous avons une affaire inopportune sur les bras. » Florence, nouvelle venue et qui ne savait pas encore qu'il fallait prendre au sérieux les réflexions de Miss Marple, cligna des yeux. « Vous voulez dire un meurtre, madame ?» Miss Marple sourit gentiment et secoua la tête. « Oh, Florence, il ne faut pas sauter. Il faut observer. Comme un bon horloger, il faut laisser les rouages se révéler. » Et tandis que les horloges du village tournaient sans leur maître, Miss Marple rangea tranquillement sa broderie et se dirigea vers Fernley Lane, non pas pour une confrontation immédiate, bien sûr, mais pour prendre note de qui surveillait la porte de l'horloger. Alors qu'elle s'engageait dans la ruelle, une silhouette s'attardait déjà près de la boutique. Un homme grand et mince, vêtu d'un costume gris anthracite, le visage solennel, chapeau à la main. Monsieur Elliot Weymouth, récemment revenu de Malaisie, où il avait fait fortune dans le caoutchouc et acquis le domaine du regretté colonel Thresher, au grand plaisir et à l'envie de plusieurs matrones locales. « Ah, Miss Marple,
dit-il avec une pointe d'entrain forcée, comme si la saluer pouvait distraire le malaise ambiant. C'est une affaire terrible, n'est-ce pas? Miss Marple pencha la tête. C'est vraiment horrible. Mais plutôt étrange, non? Toutes les horloges s'arrêtent. Monsieur Weymouth esquissa un sourire crispé. Un câblage défectueux, j'en suis sûr. Ou peut-être un geste symbolique, hein? Les yeux de Miss Marple pétillaient derrière ses lunettes. Les symboles, monsieur Weymouth, sont souvent mal compris. Il faut connaître les mains qui les ont posés. Sur ce, elle se tourna pour examiner le panneau tordu sur la porte. Le temps, à St. Mary Mead, avait toujours progressé régulièrement. Jusqu'à hier, et maintenant, ça s'était arrêté. Exactement à 4h17, et Miss Marple avait déjà commencé à compter à rebours. Miss Marple s'attarda encore un instant sur le pas de la porte, observant non pas la porte elle-même, mais les traces sur sa vitre, de fines empreintes de doigts à des angles inégaux. Chose étrange pour M. Thorne, qui gardait tout impeccable à un degré quasi compulsif. Elle ne toucha pas la poignée. Elle n'avait aucune intention d'entrer sans y être invitée, surtout que l'agent Dennis avait sans doute déjà convoqué l'inspecteur Cray, plus expérimenté, de Much Benham. Mais elle nota, mentalement, précisément, les détails, l'inclinaison de l'enseigne, les marques sur la vitre, Percy toujours impassible dans la vitrine, sentinelle loyale au regard vitreux. Weymouth inclina son chapeau et prit congé, murmurant quelque chose comme vouloir éviter la foule. Miss Marple hocha doucement la tête, mais le suivit des yeux, observant l'allongement délibéré de sa foulée, la raideur de ses omoplates. Pas de nervosité, non, pas un tremblement de conscience, mais le calme prudent de quelqu'un qui souhaitait paraître normal. Une distinction qu'elle avait remarquée un jour pendant la guerre, lorsqu'un jeune homme du village, découvert plus tard pour avoir volé des rations militaires, s'était comporté avec cette même normalité contrôlée, une désinvolture, exagérée, comme elle l'appelait toujours. Elle se retourna vers la rue principale, juste au moment où le jeune docteur Graham sortait de la boutique, le visage figé sous ses cheveux blonds clairsemés. Sa trousse médicale lui échappa doucement des mains, et il marcha d'un pas rapide vers elle, sachant pertinemment que Miss Marple serait déjà au courant de la situation. « Mademoiselle Marple, » dit-il avec un soupir las, « je suppose que... Vous avez entendu. Oui, c'est assez pénible. Mort avant mon arrivée, dit-il. Je l'ai vu hier après-midi. Aucun signe de violence, rien d'anormal, même si j'ose dire qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives. L'inspecteur le souhaitera sans doute, dit Miss Marple en souriant faiblement. Graham rit doucement, sans grande chaleur. Oui, Cray aime toujours trouver son homme rapidement. Il voudra voir ça comme une crise cardiaque, propre et facile. Mais je dois dire une chose, je connais Thorne depuis des années, et même s'il n'était pas un athlète, rien ne laissait présager que cela arriverait si soudainement. Miss Marple hocha lentement la tête. Et pourtant, toutes les horloges se sont arrêtées. Le docteur Graham haussa les sourcils. Oui, je suppose que c'est étrange. Ils indiquaient tous 4h17. Je l'ai remarqué dès mon arrivée. Même sa montre de poche, laissée ouverte près de l'établi, s'est arrêtée exactement à la même heure. On ne croirait pas qu'une telle chose puisse arriver sans coordination. Non, a-t-elle convenu, tu ne le ferais pas. Ils se séparèrent, et Miss Marple, l'esprit bourdonnant de spéculations silencieuses, rentra prendre le thé. Elle ne travaillait jamais l'estomac vide, surtout pas sur des sujets exigeant une concentration intense. Un pot de Darjeeling, 2 scones et un œuf mollet plus tard, elle reprit son tricot et réfléchit, non seulement aux détails, mais aussi à ce qui leur manquait. Pour un homme qui vivait au rythme du temps, qui mesurait ses jours au tic-tac d'une vie ordonnée, être entouré de silence dans la mort, cela lui parut non seulement étrange, mais délibéré. Le lendemain matin, l'inspecteur Cray était arrivé, avec une efficacité sèche et glaciale. Cray était le genre d'homme à croire que la plupart des crimes pouvaient être résolus en 15 jours, et qu'il valait mieux laisser les autres sans réponse. Miss Marple l'avait un jour entendu la qualifier de vieille dame pleine d'idées, ce qu'elle prenait pour un compliment, en quelque sorte. L'inspecteur siégeait depuis la salle des fêtes, permettant aux gendarmes d'afficher des avis demandant à tous les villageois ayant eu affaire à M. Thorne de se rendre disponibles pour un interrogatoire.
Mais si Cray appliquait la procédure, Mademoiselle Marple faisait confiance aux gens, à leur instinct, à leurs lapsus, à leurs histoires. Elle rendit donc visite à Madame Larche, qui vivait à 3 portes de chez M. Thorne depuis 16 ans et qui avait une excellente vue sur la ruelle depuis son salon. « Oh, c'était très calme, » dit Madame Larche en jouant avec son châle. « J'ai vu M. Thorne sortir brièvement juste après le déjeuner. Il tenait un petit paquet marron à la main, bien emballé, et il avait l'air plutôt troublé, plus que d'habitude, je dirais. J'allais lui faire signe, mais il n'a pas levé les yeux. Est-il allé loin? Non, non. Je suis juste allé à la boîte aux lettres. J'y ai déposé le colis. Puis, je suis rentré directement. C'était intriguant. Miss Marple prit note de parler de ce colis au jeune M. Worsley à la poste. S'il avait bien été posté, il était peut-être en route ou encore en attente d'être récupéré. Elle s'arrêta ensuite à la boulangerie. Elsie, l'assistante boulangère, était généralement généreuse en commérage et avait l'avantage supplémentaire de livrer des petits pains à l'horloger tous les mercredis. « Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel cette semaine ?» demanda Miss Marple en choisissant une petite tarte aux pommes. Elsie se pencha plus près. « Il n'est pas venu à la porte, » murmura-t-elle. « J'ai frappé, vers 16h30, juste après avoir fini au fond, mais pas de réponse. J'ai cru qu'il était peut-être sorti, mais sa lumière était allumée, celle du fond aussi. Est-ce que Percy a aboyé? Non. Et il le fait toujours quand quelqu'un sonne à la porte. C'est très calme là-dedans. C'est flippant, vraiment. Merci, Elsie. » Et la tarte a l'air délicieuse. Au bureau de poste, M. Worsley confirma qu'un colis emballé dans du papier Kraft avait bien été déposé dans la boîte aux lettres peu après 14 heures la veille. Il était adressé à une certaine Mademoiselle E. Hartridge, de Bath. Mademoiselle Marple, les sourcils levés, pensive, lui demanda s'il connaissait son nom. « Je ne peux pas dire que je le connais, » répondit-il. « Mais il est marqué « fragile ». Il est parti avec le courrier de ce matin. Ce soir-là, Miss Marple était assise tranquillement au coin du feu, les aiguilles en mouvement, les pensées en boucle. Les faits commençaient à s'enchaîner, un peu comme la collection de l'horloger. Un homme seul, précis et méthodique, assez perturbé pour envoyer un colis, puis se taire. Toutes les horloges s'arrêtèrent en même temps. Un visiteur, peut-être? Quelqu'un qui ne laissait aucune trace, mais qui emportait quelque chose de très précieux. Et bien sûr, il y avait des questions. Qui était Mademoiselle Hartridge? Pourquoi M. Thorne lui aurait-il envoyé quelque chose le jour même de sa mort? Et que contenait le colis? Il y avait aussi l'affaire de M. Weymouth, fraîchement riche et de retour, mais pas, soupçonnait-elle, nouvellement familier. Quelque chose chez lui la tracassait. Son nom, ou peut-être sa voix. Sa façon de parler, avec juste ce qu'il fallait de condescendance, comme pour masquer quelque chose de plus sombre. Il était temps, pensa-t-elle, de parler à quelqu'un qui pourrait en savoir plus sur le passé de M. Thorne, quelqu'un qui était ici depuis plus longtemps que la plupart et qui tenait de meilleurs dossiers que le vicaire. M. Jonas Fettering, l'avocat à la retraite, maintenant presque sourd, mais toujours aussi vif d'esprit qu'un coupe-papier. Elle viendrait le voir le matin. Miss Marple posa son tricot, les aiguilles s'immobilisant comme les aiguilles d'une horloge arrêtée. Dehors, les lumières du village s'éteignirent. Dans Fernley Lane, Percy remua une fois par la fenêtre obscure, puis se calma. Dans le silence qui suivit, le silence ne fut pas paisible. Le lendemain matin, un voile de nuages gris recouvrit Saint-Malo, de ces nuages qui promettaient une bruine sans jamais la tenir. Miss Marple trouva cela propice à la réflexion. Après un petit déjeuner modeste composé de compote de pruneaux et de porridge, elle enfila son cardigan le plus doux et un chapeau élégant et se dirigea vers la sortie du village, où M. Jonas Fettering résidait dans une vieille maison pentue, bordée de lierre et de manuels de droit intacts depuis 2 décennies. Il attendait dans son jardin, assis, une épaisse couverture sur les genoux, et une canne posée sur ses genoux. Sa trompette auditive reposait sur la petite table à côté de lui, ainsi qu'une tasse de thé refroidie depuis longtemps. « Mademoiselle Marple » hurla-t-il sans se lever. « Vous venez pour l'horloger !» Miss Marple sourit.
imperturbable face à son volume. « Tout à fait. Vous avez toujours été prompt à comprendre, monsieur Fettering. »« Je suis peut-être sourd, » répondit-il, « mais j'ai des oreilles dans toutes les directions. Cette histoire avec Thorne, un silence surnaturel de la part d'un homme dont la vie n'était qu'un tic-tac. Que voulez-vous savoir ?» Elle s'assit à côté de lui, les mains jointes délicatement sur ses genoux. « Je m'intéresse à son passé. En particulier, comment il s'est installé à Saint-Malo, et s'il avait des relations ou des conflits. D'autrefois. » Fettering souffla par le nez. « Pas du coin, tu sais. Arrivé ici en 46. Un homme discret, toujours précis, comme s'il craignait que le temps ne le surprenne et ne lui donne une tape sur l'épaule. Mais il avait déjà fait. De la prison avant ça, tu le savais ?» Miss Marple haussa légèrement les sourcils. « Je ne peux pas dire que je l'ai fait. Rien de violent, » ajouta Fettering. « Faux, des années de guerre. » Il se faisait passer pour un graveur, mais il a utilisé ses compétences pour falsifier des documents. La triste histoire habituelle. Il l'a fait uniquement pour aider. Quelqu'un, blablabla. Il a purgé sa peine, est venu ici pour prendre un nouveau départ. Il a aussi changé de nom. À l'origine Arthur Thornby. Il est devenu Monsieur Thorne ici. Table rase. Curieux, murmura Miss Marple. Et pourtant, il était si précis dans son rythme, comme s'il craignait de retomber dans le désordre. « Où être trouvé ?» dit sèchement Fettering. Elle le remercia chaleureusement et rentra chez elle, ses pensées s'organisant avec le soin d'une bibliothécaire rangeant les livres par thème plutôt que par ordre alphabétique. Un homme au passé criminel, au nom changé et au besoin de contrôle. Tout cela jetait un nouvel éclairage sur le colis, le timing et le silence qui régnaient dans cette boutique. Le nom de Miss I. Hartridge la piquait encore comme une épine dans le pied. De retour chez elle, elle fouilla dans ses vieilles lettres et sa correspondance. Elle avait tout conservé. Faire part de naissance, carte postale de voyage, mots de remerciement. C'est dans une carte de Noël de 1962, adressée conjointement à elle et à son neveu Raymond, qu'elle trouva le nom. Miss Ivy Hartridge, mentionnée par un cousin comme « cette étrange fille de Bath qui collectionne les cadrans de montres anciens et écrit des poèmes singuliers sur le temps. Un passe-temps étrange, mais pas sans rapport. » Miss Marple se rendit aussitôt au téléphone, atteignit le central de Bath et, après un moment d'hésitation, demanda Miss Ivy Hartridge. La voix à l'autre bout du fil était haletante et fluette. « Oui, c'est elle. À l'appareil. Je vous prie de m'excuser pour cette intrusion. Je m'appelle Miss Marple et je vous appelle de Saint-Malo. Je crois que vous avez reçu, ou êtes sur le point de recevoir, un colis d'un certain Monsieur Thorne. Vous le connaissiez, je crois. » Un silence, puis prudemment. « Je l'ai reçu ce matin. Un petit colis marron, oui, je ne m'attendais à rien. Je n'ai pas eu de nouvelles de Monsieur Thorne depuis des années. Je crains qu'il ne soit décédé. » Dit doucement Miss Marple. « Puis-je vous demander ce qu'il y avait dans le colis ?» Mademoiselle Hartridge hésita. Une montre de poche, très ancienne. Magnifique, en fait. Gravée à l'intérieur. Mais le nom était rayé. Et il y avait un mot. Juste quelques lignes. À conserver précieusement. À ne dire à personne. Merci, mademoiselle Hartridge. J'imagine que cela devait être important pour lui. Plus qu'important, pensa Miss Marple en raccrochant le combiné. Désespéré. Un mourant envoie une montre, gravée puis abîmée, accompagnée d'un avertissement. Ce n'était pas un geste ordinaire, ni sentimental. Non, cela suggérait une dissimulation, une preuve. Elle savait alors ce qu'elle devait faire. Elle devait reparler à l'inspecteur Cray. Elle le trouva dans l'horlogerie, désormais débarrassé du corps et soigneusement bouclé. Cray se tenait près du comptoir, feuilletant le registre, des rendez-vous de Thorne avec plus d'irritation que de curiosité. « J'espère que je ne dérange pas, » dit Miss Marple en entrant. Cray lui lança un regard noir, mais dit « Si vous venez avec une autre de vos théories, je vous préviens. Ce n'est pas une chasse au trésor dans un village. Ce n'est pas une théorie, répondit-elle calmement. Simplement une observation.
J'ai des raisons de croire que M. Thorne a envoyé une montre de poche à Mademoiselle Ivy Hartridge à Bath le jour de sa mort. Une montre avec une gravure rayée et une demande de confidentialité. Cray se redressa. Pourquoi ferait-il ça? Parce qu'il craignait que quelqu'un essaie de le détruire. Il croisa les bras. Tu insinues que ça a un rapport avec sa mort. Je crois, dit doucement Miss Marple, que M. Thorne était victime de chantage, ou du moins de menaces. Et je crois que cette montre à gousset était son seul moyen de pression. Cray l'étudia pendant un long moment, puis, avec un soupir exaspéré, fit signe à l'agent Dennis de noter l'adresse de Bath. On enverra quelqu'un le récupérer. Autre chose? Oui, dit-elle. J'aimerais parler à M. Weymouth. Cray parut surpris. Pourquoi? Pour lui demander s'il connaissait Arthur Thornby avant qu'il ne change de nom. Cray fronça les sourcils. Tu crois qu'il y a un lien? Je soupçonne, dit-elle, que M. Weymouth n'est pas tout à fait l'étranger qu'il prétend être. Ils trouvèrent Weymouth au Bell and Badger, sirotant une pinte avec la suffisance d'un homme qui aime être au centre de rumeurs. Lorsque Miss Marple entra, il afficha un large sourire. « Mademoiselle Marple, dit-il, à quoi me vaut ce plaisir ?» Elle s'assit en face de lui et replia ses gants sur ses genoux. « Monsieur Weymouth, j'étais curieuse. Avez-vous déjà connu un homme nommé Arthur Thornby ?» Son sourire s'estompa. « Non, dit-il trop vite. Je ne peux pas dire que je l'ai fait. » Miss Marple pencha la tête. « C'était Monsieur Thorne, l'horloger. Il a changé de nom après la prison. Pour faux. » Il y eut un moment de silence. Puis Weymouth rit, mais son rire sonnait creux. « Tu ne le dis pas. Bon, on a tous des squelettes, non ?» Elle l'observa. « En effet, les vôtres semblent plutôt familiers avec les siens, presque intimes. » Le regard de Weymouth s'aiguisa. « Qu'est-ce que tu insinues? Peut-être que vous et M. Thorne vous connaissiez avant son arrivée à Saint-Malo. Peut-être aviez-vous des affaires en suspens. Peut-être était-ce à propos de cette montre. » Il repoussa sa chaise et se leva. « Soyez prudente, Miss Marple. Les vieilles dames qui posent des questions tombent parfois dans les escaliers. » Elle le regarda partir, son expression inchangée. « Oui, pensa-t-elle, c'était une sacrée erreur. » Plus tard dans la nuit, tandis que le vent se levait et balayait les fenêtres de son salon par des feuilles sèches, Miss Marple sirotait son chocolat chaud en contemplant la cheminée. Tout commençait à prendre forme. La montre, le nom barré, le colis envoyé avec effroi. M. Thorne cachait quelque chose. Non, quelqu'un. Et maintenant, elle soupçonnait que quelqu'un était venu le chercher, et peut-être le faire taire. Le lendemain matin, un soleil pâle, léger et hésitant, se leva derrière un voile de brume qui s'accrochait obstinément aux ruelles et aux haies du village. Miss Marple, toujours matinale, était déjà à son bureau, une petite tasse de thé fumant à côté d'une pile ordonnée de lettres et de notes. Les événements de la veille défilèrent dans son esprit avec cette urgence silencieuse qui n'émane pas du bruit, mais des courants sous-jacents invisibles de la nature humaine. Un léger coup frappé à la porte la ramena au présent. C'était l'agent Dennis, moins gêné que d'habitude dans son uniforme, mais visiblement incertain de la manière de l'aborder. « Bonjour, mademoiselle Marple, dit-il. Je reviens de Bath. »« Ah bon? Et quelle nouvelle de chez mademoiselle Hartridge ?» Dennis sortit un petit paquet de la poche de son manteau et le lui tendit. « Il est arrivé chez elle ce matin, comme tu l'avais dit. » Les yeux de Miss Marple s'illuminèrent lorsqu'elle prit le paquet. Le papier Kraft était ficelé, propre et discret, mais il pesait lourd dans ses mains, comme si son contenu pesait lourd de secret. « Merci, Dennis. »« Et mademoiselle Hartridge, était-elle disposée à parler ?» Dennis hésita, jetant un bref coup d'œil vers le salon où la bouilloire ronronnait sur le feu. Elle était sur ses gardes, Miss Marple. Elle a dit qu'elle n'avait pas vu M. Thorne depuis des années, mais elle a accepté de vous parler si vous le souhaitez. Excellent. Elle sourit faiblement. Pourriez-vous m'attendre ici? Je reviens bientôt. Avec précaution, elle dénoua le cordon et retira le papier. À l'intérieur se trouvait une montre de poche dont le boîtier en argent avait vieilli, mais restait élégant. Le cadran était fissuré, comme une toile d'araignée sur une vitre, mais les aiguilles restaient figées, à 3h moins 5 exactement. Elle ouvrit délicatement l'étui,
révélant la gravure intérieure. Là où se trouvait autrefois un nom, une fine éraflure du métal marquait la surface, comme si quelqu'un avait tenté de l'effacer. Miss Marple appuya légèrement son doigt sur la surface marquée, son esprit explorant les possibilités. Le nom avait été effacé pour une raison. Mais à qui appartenait-il? Et pourquoi était-il assez important pour mériter d'être détruit? Un bout de papier plié était glissé sous la montre. Le dépliant, elle lut le message laconique. « Ne faites pas confiance à Weymouth. Il n'est pas ce qu'il paraît. » Les lèvres de Miss Marple s'étirèrent en un sourire entendu. La montre était donc bel et bien la clé, au sens propre comme au figuré, de la vérité. Et Weymouth, cet homme affable mais mal à l'aise du Bell and Badger, était probablement empêtré plus profondément qu'on ne l'aurait cru. Elle jeta un coup d'œil à Dennis, qui la regardait attentivement. « Je vais bientôt à Bath pour parler à mademoiselle Hartridge. Pourriez-vous garder un œil sur monsieur Weymouth ?»« Discrètement, bien sûr. Je crois qu'il surveille le village tout comme nous le surveillons. » Dennis hocha la tête. « Je vous tiendrai au courant si quelque chose d'inhabituel se produit. » Avant qu'elle puisse répondre, le téléphone sonna. Miss Marple répondit d'une voix ferme mais accueillante. C'était l'inspecteur Cray. « Nous avons discuté avec les villageois, dit-il. Ce Thorne est bien plus mystérieux qu'il nie. Paraît. » Miss Marple écoutait attentivement Cray raconter ce qu'il avait appris. Plusieurs villageois se souvenaient de M. Thorne comme d'un homme solitaire, poli, mais distant. Certains se souvenaient de disputes avec lui, à propos de réparations, de prix ou d'horaires. Mais le plus curieux résidait dans les rumeurs, concernant un mystérieux visiteur aperçu quittant la boutique tard la nuit précédant sa mort. Un homme en long manteau, tard dans la nuit, dit Cray d'une voix rauque de fatigue. Personne n'a vu son visage, mais sa présence en a perturbé plus d'un. Les doigts de Miss Marple tapotèrent légèrement la table. « Avez-vous une description ?» Grand, mince, cheveux noirs, je crois, peut-être étranger. Le mot flottait dans l'air comme une ombre. « Merci, Cray. Si vous trouvez autre chose, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je me prépare à aller à Bath et à parler directement à mademoiselle Hartridge. » Une fois l'appel terminé, Miss Marple réfléchit à la nouvelle information. Un visiteur plongé dans l'obscurité, un homme inconnu mais menaçant. Il ne s'agissait pas d'une simple maladie soudaine ou d'un accident. La vie rythmée de Saint-Malo avait été délibérément interrompue. Alors qu'elle s'habillait pour son voyage à Bath, on frappa à nouveau à la porte. C'était Madame Dolly Bantry, sa voisine et amie de longue date, qui apportait un petit paquet enveloppé dans du papier journal défraîchi. « J'ai pensé que ça pourrait vous plaire, » dit Madame Bantry en entrant. « Je l'ai trouvé caché dans un vieux tiroir du Bell and Badger. On dirait un journal intime. » Les yeux de Miss Marple brillèrent d'intérêt. « Merci, Dolly. Un journal pourrait contenir des indices que les mots ne peuvent pas révéler. » Le journal était petit, relié, en cuir et usé par le temps. Les initiales AT étaient légèrement gravées sur la couverture. En feuilletant les pages, elle découvrit une écriture méticuleuse, une écriture en spirale remplie de dates, de noms et de références codées. Certaines entrées étaient banales, détaillant des réparations d'horloges ou des visites chez des clients. Mais d'autres laissaient entrevoir une vie plus sombre, mention de contacts, arrangements et choses à régler. Un passage était particulièrement glaçant. 9 avril 1951. La montre ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. S'il m'arrive quelque chose, le colis ira à Ivy. Ne faites confiance à personne d'autre qu'à elle. Miss Marple ressentit un frisson, malgré la chaleur du feu. Le puzzle s'assemblait pièce par pièce, révélant un schéma de secret et de peur. Elle comprit que la prochaine étape était claire. Aller à Bath, à Ivy Hartridge, affronter les ombres du passé d'Arthur Thornby et le réseau complexe qu'il avait pris au piège à Saint-Malo. Plus tard dans l'après-midi, alors que le village se préparait pour le marché hebdomadaire, Miss Marple monta dans la modeste diligence en direction de Bath. Le cliquetis rythmique des roues sur la pierre était un son réconfortant, un battement de cœur au cœur du mystère. Ses pensées revinrent aux villageois qu'elle avait laissés derrière elle. Weymouth, Fettering, les Bantry,
Chacun jouait son rôle dans ce drame silencieux, acteur inconscient sur une scène mise en scène par un homme dont la vie était rythmée par le temps et le secret. Et tandis que la campagne s'estompait, l'esprit vif de Miss Marple travaillait, sans relâche, sachant que bientôt, dans les rues tranquilles de Bath, une autre pièce du puzzle se mettrait en place. Mais elle savait aussi que chaque révélation comportait un risque, car dans l'ombre de cette affaire se cachait quelqu'un déterminé à enfouir le passé et à arrêter les pendules à l'heure. Le soleil de l'après-midi était bas sur Bath, tandis que la diligence entrait en ville, ses roues résonnant doucement dans les rues pavées. Miss Marple descendit sur le quai avec le calme posé d'une habituée des voyages, même si, sous son air calme, un tourbillon de questions la submergeait. Les passages énigmatiques du journal pesaient lourdement sur son esprit, chaque mot étant un fil conducteur qui l'invitait à s'immerger plus profondément dans l'histoire obscure de Thornby. Bath était une ville de contrastes, la grandeur, des maisons géorgiennes en terrasse bordant de larges avenues, mais cachées derrière ces élégantes façades, des ruelles cachées et des cours paisibles aux secrets discrets. La modeste demeure d'Ivy Hartridge était nichée dans l'une de ces ruelles, non loin des artères animées, mais suffisamment à l'écart pour préserver son intimité. Miss Marple trouva Ivy qui l'attendait sur le pas de la porte. C'était une femme d'une quarantaine d'années, au regard perçant encadré par des cheveux noirs aux mèches argentées. Son expression était prudente mais accueillante. « Miss Marple, je suppose ?» demanda Ivy en lui tendant la main. « J'ai entendu dire que vous posiez des questions sur Arthur. Ça fait longtemps, mais je le connaissais bien. »« Oui, » répondit Miss Marple en entrant. « Je suis venue à cause de la montre et du journal que vous avez reçu d'Arthur. Il y a des bribes de son histoire que le village ignore. » Ivy hocha la tête et la conduisit dans un petit salon où un feu brûlait doucement. Arthur était un homme plein de contradictions, commença-t-elle doucement. Pour la plupart, il n'était que l'horloger qui faisait tourner les horloges du village. Mais il y avait une autre vie, une vie que je n'entrevoyais que par bribes. Miss Marple écoutait attentivement Ivy lui raconter l'histoire. Arthur, Thornby n'avait pas toujours vécu dans les ruelles tranquilles de St. Malo. Plus jeune, il avait fréquenté des cercles qui ne se limitaient pas à l'horlogerie. Intrigues politiques, espionnage, messages codés dissimulés dans les rouages, du tic-tac, des choses qu'Ivy n'avait découvertes que trop tard. Il craignait d'être poursuivi. Avoua Ivy. Il gardait la montre à portée de main, toujours. Il disait qu'elle contenait quelque chose qui ne devait jamais être perdu. Je n'avais jamais compris jusqu'à maintenant. Miss Marple plissa les yeux, pensive. La montre, avec son nom rayé et ses aiguilles figées, n'était pas un héritage ordinaire. C'était un cadenas, un avertissement, un message. Alors que les ombres de l'après-midi s'allongeaient, Ivy lui tendit une petite liasse de lettres, jaunies et cassantes. Elles furent échangées entre Arthur et un certain Weymouth. Ils se disputèrent violemment à propos de quelque chose qu'Arthur appelait l'arrangement. Les doigts de Miss Marple tremblèrent légèrement en examinant la correspondance. Les lettres étaient posées sur un ton réservé, avec des menaces voilées et des allusions à la trahison. Le nom de Weymouth apparaissait à plusieurs reprises, jetant un voile sur l'homme qui semblait si affable à St. Malo. Un coup soudain à la porte les fit sursauter. Ivy jeta un coup d'œil vers la fenêtre, puis l'ouvrit avec précaution. Dehors se tenait un jeune homme, bien habillé, le regard méfiant. « Désolé de vous déranger, » y dit-il. « Mais on m'a dit que Miss Marple pourrait être ici. Je m'appelle Robert Fethring. J'ai cru comprendre que vous enquêtiez sur la mort d'Arthur Thornby. » Le cœur de Miss Marple fit un petit bond. Robert était le fils du vicaire du village, celui-là même qui avait parlé avec tant d'empressement la nuit du meurtre. « S'il vous plaît, entrez, » dit Ivy en s'écartant. Robert entra, balayant la pièce du regard avec un mélange de curiosité et d'hésitation. « Je voulais raconter à quelqu'un une chose étrange que j'ai vue la nuit où Arthur est mort. » Miss Marple lui fit signe de continuer. « Je rentrais chez moi après avoir rendu visite à ma mère, » expliqua Robert. « Quand j'ai remarqué un homme debout près du magasin, grand, en manteau sombre, exactement comme l'inspecteur l'avait décrit. Mais ce qui m'a frappé, c'est la façon dont l'homme tenait quelque chose, une petite boîte, je crois.
Il semblait nerveux, jetant des coups d'œil par-dessus son épaule comme s'il s'attendait à être suivi. Miss Marple échangea un regard avec Ivy. « Avez-vous reconnu cet homme ?» « Non, mais il y avait quelque chose de familier dans sa posture, comme s'il avait l'habitude de se cacher. « Merci Robert, c'est utile. » Elle marqua une pause. « As-tu vu l'homme partir ? Dans quelle direction est-il allé ?»« Vers l'ancienne route du moulin. Elle est rarement empruntée de nos jours, presque envahie par la végétation. L'ancien chemin du moulin, un lieu longtemps oublié par la plupart des villageois, mais qui reste gravé dans la mémoire locale comme un lieu malfamé. L'endroit idéal pour cacher un secret. » Miss Marple se leva et s'approcha de la fenêtre, observant la rue qui se rétrécissait en contrebas. « Ça change les choses, » murmura-t-elle. « Il faut absolument qu'on aille voir le chemin du moulin. » Les 3 hommes partirent ensemble, l'air frais du soir, vif et chargé d'une odeur de terre humide et de fumée lointaine. Ivy ouvrait la marche, ses pas assurés malgré le chemin accidenté. Le chemin du moulin était effectivement envahi par la végétation, ses bords adoucis par les ronces et les fleurs sauvages. À son extrémité se dressaient les vestiges squelettiques du vieux moulin à eau, ses roues rouillées et immobiles, ses poutres de bois craquant doucement sous la brise. Miss Marple scruta attentivement la zone. Sous une épaisse couche de feuilles, quelque chose brillait, un éclat métallique à moitié enfoui dans le sol. Elle s'agenouilla et déterra une petite clé ornée, à la surface usée mais finement gravée. « Elle doit appartenir à la montre !» murmura-t-elle. Ivy et Robert les regardaient avec de grands yeux. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Ivy. « Cela signifie que le message d'Arthur était destiné à être trouvé, » dit lentement Miss Marple. « Il a laissé une trace pour quelqu'un qui savait où chercher. » Alors qu'ils retournèrent vers la ville, le froid s'intensifiait, les ombres s'étendant sur les pavés. La clé était un indice, mais de quelle serrure? Et à qui profiterait le plus sa découverte? De retour chez Ivy, Miss Marple étala les lettres, le journal et la clé devant elle. Elle pensa à Weymouth, aux mystérieux visiteurs et aux motivations complexes qui couvaient sous la surface du village. Plus tard dans la soirée, tandis que le village dormait, Miss Marple était assise près du feu, les flammes vacillantes projetant, des ombres dansantes. Son esprit reconstituait les fragments de ce puzzle, la montre qui arrêtait toutes les horloges, le nom effacé, les avertissements murmurés et les échanges secrets. Elle savait que les jours suivants révéleraient plus que de simples faits. Ils exposeraient la nature humaine fragile qui permettait à la tromperie de prospérer dans les endroits les plus calmes. Quelque part, caché sous le calme extérieur de Saint-Malo, le véritable coupable observait et attendait. Le défi de Miss Marple était de s'assurer que cette ombre ne puisse plus retenir le village en otage. Et ainsi, avec une main ferme et un esprit aiguisé par des années d'observation silencieuse, elle se prépara à l'étape suivante pour découvrir la vérité que le temps lui-même semblait désespéré de cacher. L'aube abatte se leva, douce et grise, le genre de matin qui semblait réticent à se révéler pleinement, comme si le jour lui-même ignorait les secrets qu'il allait révéler. Miss Marple se réveilla tôt, comme à son habitude, ses pensées encore prises dans l'énigme de l'horloger. La clé découverte sur la route du moulin reposait au creux de sa main, froide et lourde de sens. Après un petit déjeuner léger, elle partit avec Ivy Hartridge visiter l'ancien presbytère où présidait encore le père de Robert Feathering. L'air matinal était vif, tandis qu'elles arpentèrent les rues, passant devant les vitrines reflétant un univers feutré d'élégance géorgienne adouci par la brume matinale. Miss Marple repensa aux lettres et à la mention de « l'arrangement ». De quel arrangement Arthur Thornby pouvait-il bien avoir fait partie, et qui, à Saint-Malo, aurait le plus à gagner à en garder le secret? Au presbytère, le révérend Feathering les accueillit avec une chaleur qui ne masquait guère l'inquiétude qui se lisait sur son visage ridé. Il les invita à entrer dans un modeste salon garni de livres et voilé de lourds rideaux qui étouffaient les bruits de la ville animée. « Je vous suis reconnaissant d'être venu », dit doucement le vicaire. « Il y a des choses que j'ai gardées pour moi trop longtemps, des choses que j'espérais voir rester enfouies. » Miss Marple
inclina doucement la tête. Le passé a tendance à revenir, révérend. Parfois, la vérité est le seul moyen d'apporter la paix. Le regard du révérend se posa sur ses mains jointes, sur ses genoux. Arthur Thornby s'est confié à moi durant les derniers mois de sa vie. Il craignait les conséquences de quelque chose qu'il avait découvert, quelque chose lié à une société secrète depuis longtemps oubliée au sein de notre village. Un ordre qui opérait dans l'ombre, influençant les événements et réduisant au silence ceux qui menaçaient de révéler la vérité. Ivy haleta doucement, ses doigts se resserrant autour de l'accoudoir. Miss Marple échangea un rapide regard avec elle, les pièces du puzzle changeant lentement de forme. La montre, poursuivit le révérend, était censée être un symbole de cet ordre, transmis de génération en génération. Arthur affirmait qu'elle contenait plus que de simples mécanismes. Il croyait qu'elle contenait un message, une clé pour révéler l'influence de la société. Les yeux de Miss Marple brillèrent de compréhension. Et cette clé trouvée sur la route du moulin, pourrait-elle être connectée? Le révérend hocha gravement la tête. Certainement, Arthur a dû le cacher là, sachant qu'il ne serait découvert que par quelqu'un d'assez patient et perspicace pour suivre sa trace. « Mais pourquoi le tuer ?» demanda Ivy, la voix tremblante sous le poids de nouvelles peurs. « S'il ne cherchait qu'à révéler la vérité, c'est bien là la question, n'est-ce pas ?» murmura Miss Marple. Quelqu'un voulait l'arrêter pour s'assurer que l'heure de la révélation ne sonne jamais. La conversation fut interrompue par un coup frappé à la porte. Un agent de police entra, l'air méfiant. « Révérend, un message pour mademoiselle Marple, de la part de l'inspecteur. » Talbot. Miss Marple prit la note, les sourcils froncés, tandis qu'elle lisait le bref contenu. Demande de réunion urgente. Nouvelle preuve découverte concernant la nuit du décès d'Arthur Thornby. D'un hochement de tête poli, elle s'excusa, ainsi qu'Ivy, et sortit dans la fraîcheur matinale. L'enquête s'accélérait, et le village de Saint-Malo retenait son souffle sous les nuages qui s'amoncelaient. Au commissariat, l'inspecteur Talbot l'accueillit avec un mélange de soulagement et d'urgence. « Mademoiselle Marple, je suis content que vous soyez venue. Il y a quelque chose que vous devriez voir. » Il la conduisit dans une petite pièce encombrée où une collection d'objets était étalée sur une table. Un morceau de tissu déchiré, une allumette brûlée à une extrémité et une photographie, jaunie par le temps mais représentant sans équivoque le vieux moulin à eau. À côté, une carte postale défraîchie portait un message énigmatique, griffonné d'une écriture hâtive. Le temps révèle tout, mais seulement si les aiguilles bougent. Miss Marple examina chaque pièce avec attention, son esprit vif tissant des fils, là où d'autres ne voyaient que des fragments. Le tissu déchiré correspondait au manteau que Robert Feathering avait décrit avoir vu près de la route du moulin, le même manteau sombre qui avait appartenu au mystérieux visiteur. L'allumette brûlée suggérait une tentative précipitée de détruire des preuves, peut-être un signal ou une tentative ratée d'allumer quelque chose en secret. « Qui a trouvé ça ?» demanda-t-elle doucement. Une équipe de recherche ratissait le secteur du moulin la nuit suivant le meurtre, répondit Talbot. Personne n'en a parlé au début, mais lorsque j'ai insisté auprès des hommes, ils se sont souvenus avoir vu une silhouette rôder dans les environs. Le regard de Miss Marple se porta sur le message de la carte postale. La montre s'est arrêtée, mais les aiguilles doivent bouger pour révéler la vérité. Un message caché dans le temps lui-même. Talbot fronça les sourcils. Je commence à penser que la mort d'Arthur Thornby n'était pas un acte de violence aléatoire, mais un acte calculé pour garder le secret. Et pourtant, dit Miss Marple d'une voix douce, le tueur a sous-estimé le pouvoir de l'observation. La clé, les lettres, ces vestiges, ils forment une piste. Ses pensées revinrent au suspect du village. Le nom de Weymouth planait, comme une ombre, ses liens mystérieux et la colère qui imprégnaient sa correspondance avec Arthur. Puis, il y avait Robert Feathering, d'apparence innocente, mais dont la présence prudente avait éveillé quelque chose dans l'esprit de Miss Marple, et Ivy Hartridge, dont les connaissances et la proximité avec Arthur pouvaient faire d'elle une alliée ou une suspecte. Cet après-midi-là, Miss Marple retourna chez Ivy. Les deux femmes étaient assises avec des tasses de thé fumantes, tandis que le village continuait son bourdonnement incessant dehors. Miss Marple partagea ses dernières trouvailles,
le tissu, l'allumette, la carte postale. Le visage d'Ivy pâlit, mais sa détermination ne faiblit pas. Il y a plus, avoua Ivy au bout d'un moment. Arthur a parlé un jour d'un compartiment secret dans sa boutique, un endroit où il gardait ses secrets les plus précieux. Je n'ai jamais pensé à regarder, mais maintenant... Ensemble, ils s'aventurèrent dans la vieille horlogerie, dont la porte grinça doucement à leur entrée. Une odeur de bois vieilli et d'huile flottait dans l'air. Ivy se dirigea vers une armoire usée, dont elle suivit le grain du bois, avant d'appuyer sur un loquet caché. Avec un léger clic, un petit tiroir s'ouvrit, révélant un paquet enveloppé dans une toile cirée. À l'intérieur se trouvait une collection de papiers, des notes méticuleuses de la main d'Arthur, ainsi qu'une seconde montre, plus petite, au cadran fêlé mais clairement destinée à compléter la première. Une carte pliée, marquée de symboles et d'annotations, accompagnait les documents. Miss Marple déplia soigneusement la carte, notant des points de repère et des signes cryptiques qui semblaient indiquer des endroits à l'intérieur de Sainte Mallow, chacun étant un indice dans l'énigme qu'Arthur avait laissée derrière lui. « Cette carte, dit doucement Miss Marple, est un guide. L'horloger nous a guidés pas à pas dans son histoire. » Les yeux d'Ivy scrutèrent les siens. « Mais pourquoi risquer de laisser de telles preuves? Si l'ordre voulait le réduire au silence, ne nous mettrait-on pas tous en danger? »« C'est possible, » acquiesça Miss Marple. « Mais le désespoir engendre le courage. Arthur devait croire que la vérité pourrait être découverte. Ne serait-ce que par quelqu'un d'assez patient pour comprendre la véritable nature du temps. » Au crépuscule, Miss Marple était assise seule dans l'horlogerie, les papiers étalés devant elle, chacun un murmure d'histoire, de trahison et d'allégeance. Caché, le village de Sainte Mallow sommeillait, ignorant que le cœur paisible de leur communauté palpitait de secrets plus anciens et plus sombres qu'ils ne l'avaient imaginé. Dehors, les ombres s'épaississaient, et quelque part dans l'obscurité, le tsar, véritable marionnettiste, observait, confiant que leur toile restait intacte. Mais Miss Marple, toujours observatrice silencieuse, commençait à voir les fils, et elle savait que bientôt, l'horloge recommencerait à tourner, révélant ce qui était resté figé dans le silence pendant trop longtemps. Les nuits de Miss Marple à Sainte Mallow n'avaient jamais été aussi agitées. Les papiers découverts dans la boutique d'Arthur Thornby, avec leurs annotations minutieuses et leurs symboles énigmatiques, suscitaient en elle un mélange de fascination et de malaise. La carte, elle le savait, était un fil conducteur qui l'amènerait plus profondément dans le passé obscur du village, mais elle l'avertissait aussi de la complexité du présent. Alors que les premières lueurs du matin filaient à travers les rideaux, elle résolut de prendre un nouveau départ, le regard aiguisé et le cœur serein. Elle prit rendez-vous avec l'inspecteur Talbot pour lui faire part de ses découvertes et lui demander l'autorisation d'explorer minutieusement les lieux indiqués. Au commissariat, l'inspecteur écouta attentivement, décelant dans l'insistance discrète de Miss Marple le genre de perspicacité que les enquêtes officielles ignoraient. « Souvent, les emplacements sur cette carte, expliqua Miss Marple, ne sont pas aléatoires. Ils correspondent à des points de repère du village, certains oubliés depuis longtemps, d'autres encore debout. Si Arthur Thornby traçait un itinéraire à travers les secrets de Saint Mallow, ces points pourraient révéler ce qu'il espérait dévoiler. » Talbot hocha lentement la tête. « Je vais organiser une recherche discrète. Nous ne voulons pas alarmer les villageois, ni donner aux tueurs une raison de brouiller davantage ces pistes. » Ensemble, ils commencèrent par le premier emplacement indiqué sur la carte, le vieux clocher, aujourd'hui désaffecté, sa façade de pierre patinée mais imposante. Miss Marple gravit l'étroit escalier en colimaçon avec précaution, l'air devenant plus frais et poussiéreux à chaque pas. Au sommet, elle examina les poutres de bois usées et les vestiges rouillés du mécanisme de la cloche. Sous le plancher, quelque chose attira son attention. Une petite empreinte, à peine visible, mais délibérément sculptée. D'une légère poussée, une planche se décala, révélant un compartiment secret. À l'intérieur se trouvait un journal délavé, relié en cuir craquelé, aux pages jaunies mais intactes. Ce journal appartenait à un certain Reginald Cairns, un personnage d'un passé révolu,
dont le nom apparaissait occasionnellement dans les ragots du village, toujours accompagné de rumeurs de scandale. Miss Marple parcourut du doigt le délicat manuscrit, notant des passages qui laissaient entrevoir des réunions secrètes, des promesses murmurées et un malaise croissant envers la société dont Thornby avait parlé. Cairns avait écrit son intention de se séparer de ce groupe mystérieux, craignant les conséquences de son influence. Un passage en particulier se détachait, l'évocation d'un jugement final à venir, un jugement irrévocable. En descendant, le poids du journal pesait lourdement sur son esprit. L'ordre ancien de Saint-Malo était loin d'être en sommeil et les avertissements de Cairns suggéraient un héritage de peur et de contrôle. De retour à la gare, Miss Marple et Talbot étudièrent le journal, croisant noms et événements. Des schémas se dessinèrent, des liens entre des villageois importants, des absences suspectes et une série d'accidents inexpliqués au fil des ans. Parmi les noms, la présence de Weymouth était indéniable, sa réputation soudain plus sinistre à la lumière de ces révélations. L'inspecteur fronça les sourcils. Si Weymouth a toujours été impliqué dans cette société, cela expliquerait en grande partie son hostilité envers Arthur Thornby, et pourquoi il était si désireux de réduire le meurtre à une simple dispute. Miss Marple acquiesça, mais mit en garde contre la patience. La haine et le secret engendrent souvent de fausses pistes. Il faut être sûr avant de pointer du doigt. Pendant ce temps, la nouvelle se répandit discrètement à Saint-Malo. Les villageois, déjà inquiets, chuchotaient dans les recoins sombres au sujet de la découverte du journal. De vieilles rancunes refirent surface, et le calme apparent commença à se fissurer. Miss Marple sentit la tension du village lorsqu'elle rendit visite à Ivy Hartridge plus tard dans la journée. Le sang-froid d'Ivy vacilla lorsqu'elle raconta la visite de son frère Gerald, dont l'arrivée soudaine fut aussi inattendue que troublante. Il posait des questions, dit Ivy à voix basse, à propos d'Arthur, de la carte et des lieux indiqués. Il semblait s'intéresser à autre chose qu'au ragot de famille. Le regard de Miss Marple s'aiguisa. Gerald Hartridge, homme connu pour son ambition et son acerbité, devint soudain une nouvelle pièce de ce puzzle grandissant. Son intérêt était-il une curiosité bienveillante ou masquait-il quelque chose de plus dangereux? À la tombée de la nuit, Miss Marple réfléchissait à la danse délicate qui se déroulait autour d'elle. Le journal et la carte éclairaient, des sentiers cachés, mais chaque découverte approfondissait les ténèbres. Qui d'autre pouvait bien observer? Qui d'autre craignait que les secrets de Saint-Malo ne soient enfin révélés? Le lendemain matin, les choses prirent un tournant inattendu. Un jeune agent se présenta à la porte d'Ivy, lui remettant un mot sans nom d'expéditeur. Il était simplement écrit « Arrêtez de creuser, ou le temps vous manquera à tous ». Le message était clair, un avertissement teinté de menace. Miss Marple plissa les yeux en lisant les mots, sentant le poids familier du danger la gagner. Elle retrouva Talbot, et ensemble, ils décidèrent de protéger les personnes impliquées, tout en poursuivant leur quête de la vérité. Le temps pressait, et la confiance du meurtrier semblait ébranlée, son masque tombant. L'esprit subtil de Miss Marple travaillait en silence, rassemblant non seulement les preuves, mais aussi les comportements, les regards nerveux, les sourires, forcés, les silences entre les mots. Chaque villageois était une histoire, et chaque histoire une clé potentielle. Alors qu'elle s'apprêtait à visiter le prochain point sur la carte, une détermination sereine l'envahit. Le secret de l'horloger se dévoilait, couche après couche, et Miss Marple, avec son regard patient et son cœur tendre, était prête à saisir l'instant où le temps tournerait enfin à nouveau, et où la vérité éclaterait. Miss Marple avait souvent dit que la véritable nature d'une personne se percevait non pas dans ses paroles, mais dans les silences qui les séparaient. À présent, alors qu'elle arpentait les ruelles tranquilles de Saint-Malo en direction du 3e lieu indiqué sur la carte énigmatique d'Arthur Thornby, elle pesait le poids de cette pensée. Le village semblait retenir son souffle, comme, conscient que le calme fragile était sur le point de se briser à nouveau. L'avertissement adressé à Ivy Hartridge n'était pas une simple tactique d'intimidation, c'était une déclaration annonçant que le réseau de secrets se resserrait et que quelqu'un cherchait désespérément à les garder enfouis. Le 3e lieu conduisit Miss Marple à l'ancienne chapelle du village, longtemps désaffectée,
sauf pour des mariages ou des funérailles occasionnelles. Ces murs de pierre patinés, envahis par le lierre, résonnaient d'innombrables confessions murmurées et promesses étouffées. Le regard de Miss Marple parcourut les vitraux fissurés, l'autel orné, mais délavé, et se posa finalement sur une dalle instable près du fond de la chapelle. S'agenouillant avec précaution, elle écarta la pierre, révélant une cavité peu profonde en dessous. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en bois, à la surface usée et rayée, fermée par un fermoir rouillé. D'une main délicate, elle la souleva, laissant échapper une légère odeur de vieux parchemin. À l'intérieur se trouvait une liasse de lettres, attachée par un ruban délavé, et un médaillon en argent terni. De retour dans son salon douillet, Miss Marple ouvrit les lettres avec révérence. Il s'agissait de correspondances entre Reginald Cairns et une femme nommée Evelyn Marsh, des lettres qui évoquaient un amour interdit, des promesses d'échapper à un ordre social étouffant et une peur grandissante d'être démasquée. Le médaillon, découvrit-elle, contenait un portrait miniature d'Evelyn, le regard brillant et provocateur, immortalisé par la peinture. Les lettres laissaient entrevoir l'emprise croissante d'une société secrète sur le village et les efforts que ses membres étaient prêts à déployer pour préserver leur pouvoir et leur réputation. Il était question d'une épreuve finale pour ceux qui chercheraient à quitter le groupe ou à le dénoncer, une épreuve qui pourrait coûter cher. À mesure que Miss Marple lisait, les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Le meurtre de Thornby, la carte, le journal, les notes de peur et de contrôle, chacun constituant un fil conducteur d'une tapisserie de coercition silencieuse et de menaces longtemps cachées. Ce soir-là, Miss Marple rendit visite à Ivy Hartridge. Le visage d'Ivy était pâle, les nerfs à vif sous le poids invisible qui pesait sur sa famille. Elle avoua que Gerald était devenu plus insistant, lui rendant visite à l'improviste tard dans la nuit, lui posant des questions pointues sur Thornby et cette mystérieuse société. Ivy craignait que les ambitions de son frère ne l'aient entraîné en terrain dangereux. Miss Marple écoutait attentivement, notant le léger tremblement dans la voix d'Ivy lorsqu'elle évoquait les récentes affaires de Gerald, des entreprises qui avaient échoué de manière suspecte, peut-être liées à des dettes non déclarées et aux pressions de créanciers inconnus. Il devenait évident que la famille Hartridge était prise dans les méandres complexes du village, sa fortune et ses craintes étant étroitement liées au péché passé et présent de Saint-Malo. Le lendemain, une révélation bouleversa l'enquête. L'inspecteur Talbot informa Mademoiselle Marple qu'un nouveau témoin s'était manifesté. Eleanor Bates, une jeune femme employée à la poste du village. Eleanor affirma avoir aperçu une silhouette obscure rôder près de la boutique de Thornby la nuit du meurtre. Une personne dont les mouvements étaient trop délibérés pour être le fruit du hasard. Miss Marple avait donné rendez-vous à Eleanor au salon de thé du village, un endroit où les ragots coulaient aussi librement que le thé lui-même. Les yeux écarquillés, Eleanor décrivit la silhouette. Un homme de grande taille, vêtu d'un pardessus sombre et coiffé d'un chapeau, bas pour cacher son visage. Un détail la séduisait. La silhouette portait un petit paquet enveloppé dans du papier Kraft, du genre de celui utilisé par Thornby lui-même pour réparer ses montres. La description était étrangement proche de celle de Weymouth, dont les disparitions mystérieuses et le comportement hostile l'avaient déjà placé sous le feu des soupçons. Pourtant, Miss Marple restait mesurée. Le village était petit, et de tels objets étaient monnaie courante. Il lui fallait plus qu'une ombre et un paquet emballé pour accuser un homme de meurtre. Ses pensées se tournèrent à nouveau vers la psychologie. Qui prendrait le risque de revenir sur les lieux? Qui ne pourrait résister à l'attrait de ses propres secrets? Au fil des jours, la tension montait à Saint-Malo. Les villageois devenaient de plus en plus sur leur garde, leurs conversations ponctuées de regards inquiets et d'avertissements à demi-voix. Une réunion fut convoquée à la salle des fêtes, officiellement pour discuter de la sécurité de la communauté, mais elle dégénéra rapidement en un lieu d'accusation et de récrimination. Miss Marple observait depuis la ligne de touche l'éclatement de griffes tenaces. La désapprobation discrète du médecin du village face à l'ascension sociale des Hartridge, le ressentiment amer de la veuve Bennett face à la vie confortable d'Ivy, et les menaces à peine voilées de Weymouth, tout cela s'entrechoquait.
dans une symphonie chaotique de peur et de colère. Au milieu de tout cela, Miss Marple remarqua un subtil changement dans le comportement de Weymouth. Autrefois ouvertement hostile, il évitait désormais la confrontation directe, parlant d'un ton mesuré, ses yeux étincelants d'une lueur indéchiffrable. Était-ce de la culpabilité ou simplement de la prudence? Ce soir-là, une fois la salle vidée et le village plongé dans un silence gêné, Miss Marple était assise près de sa fenêtre, son journal et ses lettres, étalés devant elle, telle une carte de la fragilité humaine. L'épreuve finale évoquée par Cairns persistait dans son esprit. Quelle forme prendrait-elle? Qui serait assez courageux ou assez désespéré pour l'affronter? Ses réflexions furent interrompues par un léger coup frappé à la porte. C'était Gerald Hartridge, l'expression teintée d'inquiétude. Il parla rapidement, expliquant qu'il avait trouvé quelque chose dans les affaires de son défunt oncle, un objet qui pourrait tout changer. Ensemble, ils examinèrent l'objet, une délicate montre de poche en argent, finement gravée des armoiries du village et des initiales RC. À l'intérieur, un petit compartiment secret contenait un mot plié. Ce mot était bref mais glaçant. Ne faites confiance à personne. Les aiguilles, qui arrêtent le temps, peuvent aussi prendre la vie. Le symbolisme était indéniable. Le métier d'horloger était une métaphore du contrôle, de la manipulation du temps et du destin. La découverte de Gérald laissait entendre que le meurtre de Thornby était plus qu'un crime passionnel ou une vengeance. C'était un acte soigneusement orchestré, destiné à réduire au silence et à intimider. L'esprit de Miss Marple s'emballa. Le meurtrier ne cherchait pas seulement à cacher un secret, il l'utilisait comme une arme, et le village était leur théâtre involontaire. Alors que Gérald partait, Miss Marple résolut d'utiliser la montre comme un leurre, un piège subtil, pour inciter le tueur à agir. Elle guettait, comme toujours, le moindre signe d'expression révélateur, le moindre geste, le moment où le masque vacillait. À Saint-Malo, le paisible village qui semblait autrefois si innocent, le temps s'était bel et bien arrêté. Mais Miss Marple savait que chaque silence était temporaire et que, bien assez tôt, la révélation finale se produirait. Miss Marple sentait le regard du village se poser sur elle, léger mais persistant, comme si Saint-Malo savait qu'elle était celle qui racontait discrètement les fils emmêlés de ce mystère. La découverte de la montre de poche, avec sa note énigmatique, avait transformé l'enquête, passant d'une simple conjecture à une partie d'échecs méticuleuse. Chaque regard échangé à la salle des fêtes, chaque conversation chuchotée au salon de thé, semblait chargée d'un sens caché, d'un message voilé sous des mots ordinaires. Ce soir-là, tandis que le crépuscule adoucissait les contours des chaumières du village, Miss Marple se prépara à tendre son subtil piège psychologique. Elle déposa soigneusement la montre de poche sur la cheminée de son salon, où elle brillait faiblement à la lueur du feu. C'était une invitation, un défi silencieux lancé au meurtrier de se révéler, ou du moins de montrer un signe de la pression qu'il subissait. Son premier visiteur ce soir-là fut le docteur William Cartwright, le médecin du village, de plus, en plus inquiet depuis la mort de Thornby. Il s'attarda sur son thé plus longtemps que d'habitude, son regard se portant à plusieurs reprises vers la montre. Miss Marple écouta attentivement ses remarques prudentes sur l'agitation du village, notant une légère hésitation chaque fois que le nom de Thornby était mentionné. C'est comme si l'air s'était épaissi, et songea le docteur. Les gens parlent, mais personne ne parle vraiment. Les secrets, Miss Marple, sont comme des ombres. Ils s'allongent et s'assombrissent quand on s'y attend le moins. Miss Marple répondit par son habituel hochement de tête, laissant le commentaire s'éterniser. Pourtant, elle perçut une lueur de culpabilité ou de peur dans le regard de Cartwright, une subtile discordance qui la fit travailler. Plus tard dans la nuit, alors que le village était plongé dans un silence absolu, un léger bruit troubla le silence, un léger clic provenant du salon. Miss Marple se leva doucement, se dirigeant vers le bruit. Là, dans la pénombre, se tenait Weymouth, l'homme dont la présence impénétrable avait obscurci une grande partie de l'enquête. Doigts tremblaient légèrement au-dessus de la montre de poche.
Il semblait partagé entre l'envie de s'en emparer et la peur de ce que cet acte pourrait déclencher. Miss Marple, s'avançant avec le calme d'un chat, parla d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « La montre est plus qu'un objet, monsieur Weymouth. Elle maintient le passé et l'avenir dans un équilibre délicat. Dites-moi, que vous dit-elle » Le regard de Weymouth se détourna, puis revint, dur mais incertain. « Seulement, il vaut mieux laisser certaines aiguilles immobiles, murmura-t-il, et certaines horloges. Mieux vaut les laisser non remontées. » L'échange fut bref, mais pour Miss Marple, il constituait une pièce essentielle du puzzle. Les paroles énigmatiques de Weymouth révélaient sa connaissance intime des secrets de Thornby, et peut-être sa peur de ceux-ci. Le lendemain matin, de nouveaux événements survinrent. L'inspecteur Talbot, dont la patience commençait à s'amenuiser, fit part des conclusions de son rapport d'autopsie. La mort de Thornby avait été causée par un poison rare, agissant lentement et discrètement, signe d'une planification du crime bien en amont. Miss Marple réfléchit attentivement. Le poison n'était ni facile à obtenir, ni administré à la hâte. Cela suggérait un meurtrier disposant de ressources inhabituelles, connaissant des substances obscures, un fait qui réduisait considérablement le champ des suspects. Pendant ce temps, les villageois se rassemblaient en groupes inquiets, l'air chargé de spéculations. Ivy Artridge semblait de plus en plus renfermée, sa détermination initiale s'affaiblissant sous le poids des conflits familiaux et de la suspicion publique. Gerald Artridge, lui aussi, était visiblement absent des lieux habituels, ses affaires étant assombries par des rumeurs de désespoir financier. Miss Marple résolut de reparler à Gerald, pressentant que les secrets du jeune homme pourraient bien détenir une clé. Elle le trouva dans la petite librairie du village, un endroit où il s'était réfugié au milieu des rangées silencieuses d'histoires oubliées. Le visage pâle de Gerald, les mains agitées, il l'accueillit. Autour d'une tasse de thé, il en révéla davantage sur l'implication de son défunt oncle dans la société secrète mentionnée dans les lettres. Cette société, expliqua-t-il, était connue d'une poignée d'hommes sous le nom des Gardiens du Temps, un groupe voué à la préservation des traditions du village à tout prix, y compris à la réduction au silence des dissidents. « Quel genre de silence » demanda doucement Miss Marple. Gerald hésita, puis admit que Thornby avait un jour menacé de dénoncer certains membres pour manipulation financière et sociale des affaires du village. Le projet de Thornby de vendre l'horlogerie à un promoteur immobilier avait été perçu comme une trahison, une rupture dans l'ordre soigneusement maintenu. Miss Marple assimila cela en silence. Le mobile du meurtre devenait plus clair, la défense des privilèges et du pouvoir face à l'inévitable vague de changement. Pourtant, qui parmi les gardiens du temps avait la résolution et les moyens de tuer? Ses pensées se tournèrent, une fois de plus, vers la mystérieuse note d'avertissement. Ne faites confiance à personne. Les aiguilles qui arrêtent le temps peuvent aussi prendre la vie. C'était un rappel effrayant que le meurtre n'était pas un acte isolé, mais faisait partie d'un jeu plus vaste et plus sinistre. Les jours passèrent sans incident jusqu'à ce qu'un événement soudain et inattendu bouleverse le village. Ivy Artridge fut retrouvée inconsciente près de la berge, une légère contusion à la tempe suggérant qu'elle avait été frappée. Sa chute, qui a failli lui coûter la vie, fut officiellement qualifiée d'accident, mais Miss Marple soupçonnait le contraire. En rendant visite à Ivy pendant sa convalescence, Miss Marple remarqua que le regard de la jeune femme s'éveillait, nerveusement dès qu'il était question de Thornby ou de la société secrète. Ivy avouait se sentir observée, hantée par des regards invisibles dès qu'elle s'aventurait dehors. Miss Marple comprit que l'attaque était un avertissement, ou peut-être une tentative de faire taire un témoin potentiel. Quelqu'un cherchait désespérément à empêcher le passé caché du village de refaire surface. Alors que les jours raccourcissaient et que la fraîcheur automnale s'installait, Miss Marple organisa une réunion discrète des personnalités, clés du village, celles qui étaient mêlées au mystère, par suspicion ou par les circonstances. Le salon de thé fut choisi pour son intimité et l'arôme réconfortant des scones fraîchement sortis du four. Miss Marple était assise tranquillement parmi eux, le regard perçant et perspicace. Un à un, les invités s'exprimaient,
leur histoire tissant une tapisserie complexe d'alliances, de trahisons et de ressentiments cachés. C'est au cours de cette réunion que Miss Marple remarqua un détail subtil mais révélateur. Un petit tremblement presque imperceptible dans la main du recteur du village, le révérend Samuel Pike, chaque fois que le nom de Thornby était mentionné. Le révérend Pike, connu pour son calme serein et sa foi inébranlable, était resté jusqu'alors au-dessus de tout soupçon. Pourtant, l'observation attentive de Miss Marple lui indiquait le contraire. Son calme était un masque qui dissimulait des angoisses plus profondes. Après le départ des invités, Miss Marple s'attarda, laissant ses pensées s'apaiser comme le crépuscule déclinant. L'épreuve finale approchait. Son heure était venue d'engager le combat silencieux avec le meurtrier pour révéler la vérité. Sous le regard du village, la montre de poche brillait sur sa cheminée, sentinelle silencieuse marquant le passage du temps et l'inévitable jugement à venir. L'air vif de l'automne portait une vague promesse de changement, tandis que le village de St. Malo s'installait dans le calme inquiétant qui suit toujours une tempête. Miss Marple était assise près de la fenêtre de son modeste salon, le tic-tac régulier d'une horloge voisine marquant le passage inexorable du temps, un rythme à la fois réconfortant et cruel sous l'ombre des événements récents. La montre de poche était posée sur la cheminée, sa surface polie accrochant la lumière déclinante du soleil comme un phare de secret non résolu. Les jours qui avaient suivi la réunion au salon de thé avaient été chargés d'une tension qui semblait planer sous la surface des conversations polies. Les villageois se déplaçaient avec des regards méfiants, leur chaleur habituelle remplacée par une réserve prudente. La révélation que le révérend Samuel Pike pourrait exercer, plus qu'une simple autorité spirituelle sur la communauté, en avait déstabilisé plus d'un, mais personne n'osait l'affronter ouvertement. Même l'inspecteur semblait prudent, sa franchise habituelle tempérée par les subtiles complexités révélées par l'affaire. Miss Marple, cependant, ne se laissa pas décourager. Elle comprenait bien que la nature humaine révèle rarement ses vérités les plus profondes dans de grandes confessions, mais plutôt dans des lapsus discrets, des gestes hésitants et les ombres entre les mots. Ce sont ces brefs instants qui la guidèrent vers le cœur du mystère. Ce soir-là, elle reçut un visiteur inattendu, le révérend Pike en personne. Il arriva avec un calme délibéré, même si une lueur d'inquiétude perça son regard en se posant sur la montre de poche. La voix du révérend était mesurée lorsqu'il la salua, une sérénité éprouvée qui dissimulait à peine la tempête qui se profilait sous ses yeux. « Mademoiselle Marple, commença-t-il, j'espère que vous comprenez que le passé porte souvent des fardeaux que nous répugnons à porter, mais j'espère que vous m'accorderez la courtoisie d'une conversation. » Elle désigna une chaise près du feu. « Bien sûr, révérend. Veuillez vous asseoir. J'espérais vous parler longuement. » Tandis qu'il s'installait, la lumière du feu projetait des motifs changeants sur son visage, révélant une tension qui contrastait fortement avec son attitude posée. Miss Marple versa du thé, la vapeur s'échappant entre eux comme un secret murmuré. « J'ai passé de nombreuses années au service de ce village, » dit-il doucement, « et j'ai pu constater à quel point la plus petite fissure peut briser la paix que nous chérissons tant. La mort de M. Thornby nous a tous bouleversés, mais elle a aussi fait éclater au grand jour des vérités que certains préféreraient garder enfouies. » Miss Marple hocha la tête, pensive. « En effet, révérend, les gardiens du temps, la société secrète, ont une influence indéniable. Mais je me demande quel a été votre rôle dans cet équilibre fragile. Vous sembliez profondément troublé lors de notre dernière rencontre. » Il soupira, serrant sa tasse de thé avec ses doigts. « J'avoue que je n'ai pas été très franc. Thornby était plus qu'un paroissien. C'était autrefois un ami proche. Nos chemins ont divergé au fil des ans, et nos désaccords se sont accrus, notamment sur l'orientation du village et l'intégrité de nos traditions. » Miss Marple l'observa attentivement. « Les désaccords peuvent parfois prendre une ampleur indescriptible. Malheureusement, oui, a-t-il admis. Mais je vous assure que mes actions ont toujours été guidées par ce que je croyais être juste, et non par malveillance. » La conversation s'éternisait, chargée de questions non formulées. L'esprit de Miss Marple s'agitait silencieusement,
rassemblant des fragments d'interviews passées, des rumeurs murmurées, et maintenant cet aperçu intime de l'âme tourmentée du révérend. Après le départ du révérend Pike, Miss Marple pensa au léger tremblement qu'elle avait remarqué dans sa main. Était-ce de la peur, de la culpabilité, ou simplement le poids de la perte? La frontière entre amis et ennemis s'estompait face à une telle complexité. Le lendemain, l'inspecteur a partagé une nouvelle information. Une lettre anonyme, remise à la police, avertissant que de nouvelles violences pourraient survenir si l'enquête se poursuivait. La lettre, non signée, était détaillée, évoquant de vieilles rancunes et des alliances cachées. Miss Marple réfléchissait aux implications. L'auteur de la lettre était profondément ancré dans le réseau de secrets du village et craignait d'être démasqué. Cet avertissement était à la fois une menace et un aveu, révélant le désespoir grandissant du tueur. Plus tard, alors que l'horloge du village sonnait midi, Miss Marple invita chez elle plusieurs personnalités importantes du village sous couvert d'une petite réunion. La pièce se remplit de visages familiers. Le docteur Cartwright, Ivy Hartridge, convalescente mais encore fragile, Gerald Hartridge, et même l'insaisissable Weymouth, dont la présence était toujours aussi énigmatique. La conversation commença prudemment, abordant la vie du village et la fête des moissons à venir. Pourtant, tandis que la lumière de l'après-midi déclinait, Miss Marple orienta habilement la conversation vers le sujet qui les unissait tous, la mort de M. Thornby et les secrets qu'elle avait révélés. Un à un, les invités ont révélé des fragments de leur propre histoire, dettes cachées, trahisons passées et peurs inexprimées. Chaque révélation était un fil conducteur, et Miss Marple les tissait pour former une tapisserie décrivant non seulement le mobile, mais aussi la psychologie du meurtre. À un moment donné, elle tourna son regard vers Weymouth, dont le visage trahissait une étrange impatience. « Monsieur Weymouth, vous êtes resté un observateur discret, et pourtant je sens que vous détenez des connaissances que les autres ignorent. Auriez-vous l'obligeance de partager vos réflexions ?» Le regard de Weymouth croisa le sien. « J'ai vu les fissures dans la façade de ce village depuis des années, Miss Marple. Ce qui se passe derrière des portes closes est souvent bien plus sombre que ce qui apparaît à la lumière. Mais la vérité, comme le temps lui-même, ne peut être arrêtée. » Miss Marple sourit doucement, comprenant le défi implicite dans ses paroles. Les pièces étaient presque en place. Le coup final était imminent. Alors que la soirée s'approfondissait, un coup soudain frappé à la porte fit sursauter l'assemblée. C'était Ivy Hartridge, pâle mais résolue. Elle tendit à Miss Marple un petit morceau de papier plié, le fragment manquant du journal de Thornby qu'elle avait caché jusqu'à présent. Les mains tremblantes, Miss Marple déplia le mot. Il y était question d'une rencontre secrète, d'une trahison et d'un dernier avertissement donné par Thornby peu avant sa mort. Un avertissement qui impliquait un proche. La pièce tomba dans le silence tandis que le poids de l'entrée du journal s'imposait. Le moment était venu de dévoiler tranquillement le mystère, où les mots et le silence parleraient plus fort que n'importe quelle accusation. Miss Marple, toujours sereine, se préparait à mettre les derniers éléments en place, sachant que la véritable révélation ne viendrait pas par des cris ou un spectacle, mais par la douce et inflexible lumière de la compréhension. Le village retenait son souffle et le temps, ce gardien implacable, n'attendait personne. L'assemblée au salon de Miss Marple était devenue tendue, le silence pesant n'étant rompu que par le faible tic-tac des horloges de la maison, chacune rappelant la marche inexorable du temps. Le mot plié du journal de Thornby était ouvert sur la table, ces mots aussi précis et précis que la montre de poche qui avait attiré Miss Marple dans ce labyrinthe de secrets. Le regard de Miss Marple scruta les visages devant elle, amis, voisins et suspects, tous mêlés par les fils invisibles de la culpabilité et de la peur. Lentement, délibérément, elle commença à parler, d'une voix douce mais ferme. La mort de M. Thornby n'était ni un crime passionnel, ni un simple acte de vengeance. Elle était soigneusement planifiée, motivée par le besoin de protéger, un secret susceptible de démanteler la structure fragile de ce village.
La clé ne réside pas dans les querelles ou les accusations ouvertes, mais dans les moments de calme, ces petits détails que d'autres ont négligés. Elle marqua une pause, laissant ses mots retomber comme de la poussière dans la lumière automnale. Voyez-vous, la montre de poche, cette montre-là, était plus qu'un simple garde-temps. C'était un symbole, un rappel de la confiance et de la trahison entre les gardiens du temps. Thornby l'a confiée à quelqu'un qu'il croyait loyal, mais cette confiance a été brisée. Se tournant vers Gerald Hartridge, le regard de Miss Marple était doux mais perçant. Vous avez hérité de la montre de votre grand-père, n'est-ce pas? Et vous êtes resté étonnamment discret sur son emplacement depuis la mort de M. Thornby. Gérald déglutit, son masque de sang-froid vacillant. J'essayais simplement de protéger les héritages familiaux. Ce n'est un secret pour... Personne que Thornby et moi avions des désaccords, mais je ne lui ferai jamais de mal. Mais vous avez bien caché la montre, dit Miss Marple à voix basse, parce qu'à l'intérieur, vous dissimuliez une lettre, l'aveu d'une trahison longtemps enfouie du révérend Pike. Thornby avait l'intention de révéler la duplicité du révérend au village, révélant ainsi des années de manipulation et de tromperie. Des exclamations de surprise parcoururent la salle. Le visage du révérend Pike pâlit, mais son sang-froid demeura intact. C'est absurde. J'ai fait mon devoir envers ce village. Miss Marple leva calmement la main. Pourtant, vos mains tremblantes, lorsque vous m'avez parlé, racontaient une toute autre histoire. Vous craigniez d'être démasqué, car Thornby avait découvert que vous utilisiez les gardiens du temps pour exercer votre contrôle, masquant votre ambition personnelle sous une guidance spirituelle. Elle regarda Ivy Hartridge, qui hocha faiblement la tête. La blessure d'Ivy n'était pas accidentelle. C'était un avertissement, un acte désespéré pour faire taire Thornby avant qu'il ne puisse parler. « Et la lettre anonyme » demanda l'inspecteur en s'avançant. Une ultime tentative du véritable meurtrier pour intimider et détourner l'attention. Le tueur connaissait les secrets les plus complexes du village et avait les moyens de frapper sans laisser d'indices. Évident. Le regard de Miss Marple croisa celui de Weymouth. « Et vous, monsieur Weymouth, vous avez trop bien joué votre rôle, suscitant les soupçons et observant les réactions. Mais vos connaissances ne provenaient pas de votre éloignement, mais de liens de longue date avec le village, des liens que vous espériez préserver par une diversion. » Les épaules de Weymouth s'affaissèrent, le masque tombant enfin. « J'ai fait ce que j'ai dû pour maintenir la paix, même si elle semble n'avoir jamais été destinée à durer. » Dans un dernier souffle mesuré, Miss Marple conclut. Le meurtre a été commis par le révérend Pike en personne. Thornby lui a présenté les preuves de ses manigances. Et dans un moment de peur et de désespoir, le révérend a frappé, réduisant Thornby au silence à jamais. La pièce était silencieuse. Le visage du révérend Pike s'effondra lorsqu'il fouilla dans sa poche et en sortit un petit objet dissimulé, une seconde montre, identique à la première. « Je voulais seulement protéger le village, » murmura-t-il, le regard hanté. Mais il était trop tard. La vérité, comme le temps lui-même, ne pouvait être arrêtée. Tandis que la police procédait doucement à l'arrestation du révérend Pike, Miss Marple s'autorisa un petit sourire mélancolique. Le village de St. Malo guérirait, mais les ombres de ses secrets persisteraient, témoins de la frontière fragile entre confiance et trahison. Elle jeta un dernier coup d'œil à la montre de poche, dont les aiguilles, figées à jamais, rappelaient l'instant où le temps s'était arrêté pour M. Thornby. Dans la nature humaine, songea-t-elle, les plus petits instants recèlent souvent les plus grandes vérités. Et ainsi, avec une dignité tranquille, l'horloge de la justice reprit son tic-tac régulier, et le village avança, changé à jamais mais intact.